Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, nous vous présentons la troisième conférence de ce cycle porté par la page. Peut-être certains parmi vous étaient déjà là à la précédente ou même aux deux précédentes. Cette fois-ci, donc, nous allons aller dans les bois, d'où ce titre en forme de clin d'œil. Évidemment, promenons-nous dans les bois. Et nous accueillons pour nous parler donc de l'évolution de ces paysages forestiers très particuliers et très sensibles aux évolutions particulières climatiques, Sophie David, qui est donc, comme vous le voyez écrit, doctoresse archéologie, d'ailleurs depuis peu, qui a soutenu sa thèse sur l'histoire de la forêt de Fontainebleau, donc une belle forêt francilienne que vous connaissez probablement, et qui est responsable adjointe environnement et accueil du public à l'ONF. Et donc, il nous fait l'honneur et le plaisir de venir discuter et vous présenter ce que l'on sait aujourd'hui sur les dynamiques paysagères de ces milieux très particuliers. Nous devions également accueillir un autre collègue qui s'appelle Jérôme Buridan, qui est donc professeur des universités en géohistoire, c'est de la géographie avec une perspective historique, qui est à l'université de Jules Verne Picardie, un petit peu loin, et coincé dans le cauchemar des transports de la SNCF. Son train a eu beaucoup de retard, donc malheureusement il ne pourra pas se joindre à nous et il s'excuse pour ce défaut bien involontaire évidemment. Mais soyez rassurés, Sophie David connaît tout de toutes les forêts domaniales de France, pour avoir également travaillé à la cellule archéologique de l'ONF qui traite, on va vous présenter dans un premier temps, les lidars, donc des lasers qui permettent de découvrir les vestiges archéologiques sous les forêts. Et donc à ce titre, elle a pu visiter, y compris les terrains sur lesquels Jérôme Buridan travaille. Donc c'est pourquoi cette conférence à deux voix sera à une seule voix, mais dont les contenus sont portés également par Jérôme Buridan. Et puis, en introduction, je donnerai la parole à Gérard Choucair, qui est donc président de l'Association française d'archéogéographie et qui a également travaillé sur l'apport des études qu'on appelle archéogéographiques, la stage archéogéographique, les apports des études archéogéographiques en contexte forestier, dans des lieux un peu particuliers, et pour lequel une démarche archéographique est tout à fait intéressante, et il nous donnera un cadrage un peu général de ces travaux. Donc Gérard, si vous voulez venir nous introduire la séance, merci. Je ne remplacerai pas Jérôme Buridan, je n'aurai pas cette prétention, mais je vais essayer de vous donner quelques idées générales sur la forêt et de vous dire pourquoi en archéogéographie, dans notre nouvelle discipline, l'archéogéographie c'est une discipline qui a commencé à émerger à la fin des années 90, au début des années 2000. Je l'ai enseignée de façon expérimentale à l'université de Coimbra au Portugal. Avec Magali, nous en avons écrit le traité, plusieurs volumes sont parus, et nous avons l'intention et nous avons le projet d'apporter un regard différent de celui qui a été apporté jusqu'à présent par plusieurs disciplines qui nous sont proches et avec lesquelles nous aimons bien travailler, la géographie historique, la géographie, la biogéographie, bref, toute une série d'autres disciplines, l'écologie historique, etc. Donc, nous avons quand même une petite spécificité, c'est que nous sommes les spécialistes, en tout cas c'est ce que nous souhaitons faire, nous sommes les spécialistes de la transmission de la mémoire dans les paysages, que ce soit des paysages ruraux ou des paysages urbains. Nous avons le souci d'expliquer comment les choses se transmettent et notamment d'expliquer qu'elles se transmettent justement parce qu'elles se transforment. Et c'est le fait même de les transformer qui fait qu'il y a transmission. C'est une idée qui mérite une certaine explication et je pense que dans les exemples que Sophie va montrer ce soir, vous en aurez l'illustration. Alors, pourquoi l'archéogéographie s'intéresse-t-elle aux forêts, comme elle s'intéresse aux campagnes, comme elle s'intéresse aux villes, comme elle s'intéresse à tous les objets géographiques? C'est parce que les forêts représentent un patrimoine, représentent un milieu géographique, représentent quelque chose dont l'imaginaire
tient une place aussi importante que dans la vie économique, que dans la vie rurale, que dans la vie urbaine aujourd'hui. La forêt a toujours eu dans nos travaux, dans les travaux de l'école géographique et de l'école historique française par exemple, elle a toujours eu une place particulière. Cette place particulière, elle la doit à une histoire qui est marquée par un fil conducteur absolument permanent, et ce fil conducteur, c'est dans le droit qu'il faut aller le chercher. Les forêts ne sont pas des milieux quelconques, ce sont des milieux qui ont toujours fait l'objet d'une compétition extrêmement vive dans les sociétés anciennes, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, une compétition très très vive entre le pouvoir central, que ce soit le pouvoir royal ou ensuite le pouvoir républicain, et les autorités locales. La forêt est un enjeu de pouvoir considérable. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, dans nos sociétés, les forêts domaniales, c'est-à-dire les forêts que gère l'État et qui sont de statut privé, c'est le domaine privé de l'État que les forêts, ce qu'on appelle les forêts domaniales, mais il y a aussi les forêts des collectivités publiques, il y a aussi quelques forêts d'établissements publics, et, les forêts communales. Ce n'est pas un hasard si il y a une gestion extrêmement différente entre les forêts publiques, domaniales, et les forêts privées. Alors que la forêt privée est absolument largement majoritaire en France, je ne sais plus les chiffres par cœur, si j'avais su, je devais remplacer. De forêt privée, 5% de forêt publique. Merci Sophie, vous êtes de notre mémoire. Donc, c'est pas. Alors que la forêt privée est absolument considérable, la forêt domaniale occupe un poids important. Pourquoi ? Parce que depuis le Moyen Âge, mais plus encore depuis Colbert, depuis la grande réforme de Colbert en 1664 ou quelque chose comme ça, dans ces années-là en tout cas, les forêts font l'objet d'une gestion centrale et font l'objet d'une maîtrise très particulière, ce que l'on appelle encore de nos jours en droit le régime forestier. Et le régime forestier a joué un rôle considérable pour isoler la forêt de son milieu géographique. Il y avait, dans les sociétés anciennes, il y avait souvent une coupure entre les forêts qui étaient domaniales et les sociétés rurales villageoises. La forêt était un monde difficile à pénétrer. Et pourquoi ? Parce que le régime forestier avait comme but d'exploiter la forêt, d'exploiter les plus grandes des forêts françaises, dans le but de satisfaire les besoins de la marine, qui consomme beaucoup, des grandes constructions, la charpente de Notre-Dame, etc. Et donc, à travers ces besoins, il y avait une préemption de l'État sur les forêts, ce qui fait que le régime forestier s'est traduit pour les sociétés paysannes par un conflit permanent. Le régime forestier, c'était le régime des officiers des eaux et forêts pour empêcher les droits d'usage que les paysans souhaitaient continuer à avoir, comme ils l'avaient souvent depuis le Moyen-Âge, voire même plus anciennement, souhaitaient continuer à avoir dans les forêts publiques. Et de là est née une difficulté, une tension. Quand vous regardez par exemple les tensions qu'il y a encore aujourd'hui autour de la forêt usagère de la Teste de Buch, celle qui a malheureusement brûlé tout récemment, quand vous regardez les tensions qu'il y a, les revendications des populations usagères autour de la Teste de Buch, vous comprenez que ce sont des sujets extrêmement sensibles. On défile encore de nos jours dans la rue avec des pancartes pour défendre les droits d'usage dans les forêts, dans cette région. Donc, il faut retenir que ces forêts sont un milieu très particulier qui a occupé toujours une place à part, à la fois dans l'imaginaire, mais aussi dans les rapports sociaux, pour le dire en termes de sociologie. Et l'archéogéographie, si j'ose dire, arrive dans ce milieu avec un souci très particulier, mais très difficile, qui est celui de comprendre comment on peut travailler sur la mémoire, sur la transmission de la forêt, des forêts depuis dans le long terme, depuis par exemple 2000 ans.
Et donc d'imaginer quelles sont les méthodes que l'on doit utiliser. Fort heureusement, il y a beaucoup de choses de fait. Et comme Sophie vous le montrera, il y a actuellement deux sortes d'archéologie, deux sortes d'archéogéographie dans les milieux forestiers. Il y a d'une part une archéologie de la forêt. Cette fois-ci, cette archéologie de la forêt, c'est une archéologie qui s'intéresse à l'arbre, à l'élément végétal de la forêt. Cette archéologie de la forêt, c'est une archéologie qui essaie de comprendre, est-ce que la forêt a toujours été composée avec les mêmes espèces? Est-ce que le changement des espèces signifie quelque chose et quoi, etc. Quelles sont les variations d'ampleur de la forêt, etc. Dans ce cas-là, on fait appel à la biogéographie, qui est la discipline principale pour étudier ce genre de forêt, ce genre d'archéologie de la forêt. Et il y a maintenant un très beau, Sophie vous en parlera, il y a un très bel ensemble de publications qui ont été faites depuis 20-30 ans et qui ont apporté énormément de choses dans ce domaine. Et puis il y a une deuxième archéologie, j'en terminerai là avant de lui passer la parole, une deuxième archéologie qui est l'archéologie dans la forêt. Parce que vous allez le découvrir, et nous-mêmes, nous sommes, alors que nous sommes plutôt les professionnels de la chose, tous les jours nous sommes éberlués de ce que nous découvrons. Il y a de cela un mois, j'ai fait ici, en tout cas dans une salle à côté, une conférence sur l'Amazonie où je disais exactement la même chose. Je montrais que sous l'Amazonie, à cause hélas, du défrichement brutal, sauvage, qui se fait au Brésil et et en Bolivie, il y a énormément de vestiges anciens qui apparaissent, et on a la stupeur de découvrir qu'avant la forêt, dont on pensait jusqu'à une certaine époque que c'était une forêt primaire, pas du tout, on découvre que sous la forêt, il y a eu des sociétés capables de faire des planimétries, c'est-à-dire des routes, des systèmes d'irrigation, des habitats, etc., et que ces données-là sont complètement renversantes. Eh bien, cette archéologie dans la forêt, elle va être illustrée notamment dans un certain nombre de cas, et par exemple avec les travaux que Sophie a conduits dans sa thèse sur la forêt de Fontainebleau, et où on a énormément de vestiges. Donc retenez cette dualité, cette double façon de faire, archéologie de la forêt et archéologie dans la forêt, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les forêts sont devenues des sujets d'étude d'une richesse inouïe. Sophie, c'est à vous. Merci beaucoup. Et puis, je tiens à commencer par vous remercier pour l'invitation pour cette conférence. J'excuse Jérôme qui ne peut pas être là, mais j'ai travaillé 4 ans sur la forêt de Compiègne qui devait présenter. Donc, je vais essayer de faire un mix. Ça va être de la totale improvisation. Donc, je vais faire comme je peux. En effet, je travaille à l'Office national des forêts, donc principalement sur la forêt de Fontainebleau, je connais par cœur, mais ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis à l'ONF, donc je commence à maîtriser pas mal la question des forêts domaniales. Et donc ce soir, je vais vous parler justement de l'histoire de ces forêts. Des forêts parce qu'elles grandissent doucement et qu'à notre œil humain, on a l'impression qu'elles ne changent pas et qu'il y a une certaine immuabilité en fait dans notre regard. On se dit qu'elles ont toujours été là. Et en fait, elles bougent dans le temps et l'espace. Donc on va vous montrer ça et surtout quels outils on utilise pour justement prouver qu'elles n'ont pas toujours été là. Et puis c'est surtout, souvent ce qu'on aime bien faire, c'est on regarde dans le rétroviseur pour voir un peu ce qui nous attend devant. Ça va être un peu les enjeux aussi des forêts face au changement climatique, parce que nos ancêtres, des fois, étaient tout à fait pertinents dans leur raison d'aménager le territoire. Et puis aussi, des fois, de comprendre l'histoire de la forêt va nous permettre de mieux adapter la forêt au changement qu'elle connaît actuellement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la forêt française est quand même pas mal en crise. On connaît de plus en plus de maladies sur, par exemple, les scolites sur les épicéas, l'encre du châtaignier, la calarose du frêne, mais aussi des dépérissements liés aux sécheresses multiples qu'on connaît tous les ans. Donc voilà, on va un peu évoquer ça, et finalement, de regarder un petit peu dans le rétroviseur, ça va nous permettre de nuancer un petit peu et de comprendre un peu plus ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter pour commencer une technologie qui s'appelle le LIDAR. Alors vous inquiétez pas, c'est un gros mot, mais je vais vous le définir et ça ira beaucoup mieux après. On va vous présenter un petit peu les 2 forêts qui vont servir en fait pour illustrer mon propos. Donc ça va être la forêt de Compiègne et la forêt de Fontainebleau. Donc c'est des forêts qui sont pas très très loin de Paris, donc vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vous y promener. On va regarder un petit peu au cours du temps comment est-ce que ces territoires ont évolué, forêt ou pas forêt. Et puis finalement, là, le parallèle, ce que je vous disais, entre la forêt d'aujourd'hui, la forêt de demain et celle d'hier. Donc,
En effet, aujourd'hui, comme l'a dit Gérard Chouker en introduction, en forêt, on s'intéresse de plus en plus aux forêts en archéologie, en archéogéographie, mais il y a vraiment deux disciplines. Il y a vraiment déjà l'histoire du territoire, qu'elle soit avec ou sans la forêt, parce que souvent ça a été des territoires qu'on a beaucoup moins étudiés, parce que se balader, aller en forêt, c'est pas toujours facile, et puis on navigue un peu à vue, parce qu'on voit pas grand-chose à travers certaines parcelles. Des fois, quand c'est des parcelles avec de la régénération, des jeunes arbres, on voit pas grand-chose. Donc forcément, même en tant qu'archéologue, on se dit j'ai pas très envie d'y aller. Et donc il y a donc cette question de l'évolution du territoire, et puis l'occupation humaine qui est liée aux forêts. Il faut savoir quand même, en France, on n'a pas du tout de forêt primaire, pas du tout, on en est très très loin. C'est bien des forêts façonnées par l'homme, qui ont pu apparaître plus ou moins naturellement, mais qui sont bien façonnées. Que ce soit la forêt publique ou la forêt privée, on est quand même sur des forêts qui sont gérées plus ou moins, mais de façon intensive depuis plusieurs siècles. Mais il y a quand même une forêt gérée, on a tracé des routes, on les a aménagées, on a voulu faire pousser telle essence à la place d'une autre. Enfin, voilà, on n'est pas du tout sur une forêt naturelle. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, l'Amazonie n'est pas non plus une forêt primaire, bien loin de là. Une forêt primaire, la définition, c'est une forêt qui n'a pas été touchée par l'activité humaine. Donc, on est très très loin. Donc ce qu'on utilise depuis une grosse quinzaine d'années, même le premier LIDAR en archéologie remonte à 2003, et en France c'est vraiment 2006-2007 qu'on a commencé à l'utiliser. Alors le LIDAR, c'est un acronyme anglais qui en fait signifie Light Detection and Tracking. En fait, il s'agit d'un laser qui est embarqué à bord d'un avion, et en fait ce laser il va enregistrer tout ce qu'il rencontre. Ça va nous donner une image une espèce de nuage en 3 dimensions, comme ce que vous voyez à droite. Donc il va en fait tout enregistrer, un oiseau, le sol, un bâtiment, un arbre, tout. Et après, par des méthodes de classification, on va pouvoir identifier et le sol et la végétation. Dans la sylviculture, pour l'aménagement forestier, par exemple, on va s'intéresser à toute la partie de la canopée, donc la partie végétation. Ça va nous intéresser pour faire nos plans d'aménagement, par exemple. En archéologie, nous, on va vraiment regarder que le sol. Ce qui va nous permettre d'avoir des images, après de multiples traitements. Donc, vous voyez, on part d'un nuage de points. On obtient ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain. Donc c'est une image de toute la topographie. Et c'est des images qui sont très précises parce qu'en général, on travaille avec un carré. Là, c'est un ensemble de carrés qui fait 50 cm de côté ou 1 mètre de côté. Quand on parle de territoires énormes comme des forêts, imaginez-vous que 50 cm, c'est tout petit. Et en plus, on est sur des précisions de quelques centimètres. Et on va obtenir les images suivantes. Donc ça, c'est quelques exemples de types d'images qu'on peut générer. Mais c'est surtout que ça va nous donner, en fait, l'image d'un territoire sans la forêt. Donc on va avoir tous les moindres mouvements de terrain qui sont là et qu'on ne voit pas forcément avec les arbres, sans les arbres. Alors on n'a pas coupé tous les arbres, c'est juste cette image. Et c'est surtout que ça va nous permettre de faire ressortir des images qu'on n'avait jamais vues auparavant de cette manière-là, parce que vous imaginez bien, si on devait faire les relevés topographiques sur le terrain point par point, c'est des fois très compliqué, et puis il y a des choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Alors je vous ai mis 2 exemples pour illustrer ce propos. Je vais vous les faire, essayer de vous faire deviner. En haut, à votre avis, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, c'est une mare au centre, avec un réseau de canaux qui ont été aménagés au XVIIe siècle dans la forêt de Fontainebleau. Et en bas, c'est un peu étrange aussi, c'est une carrière de grès. Si on regarde, ici, on a le frontail des carrières avec les chemins pour évacuer les pierres. Et ça, vous vous rendez bien compte, en forêt, le frontail, il fait plusieurs mètres de haut, donc on le voit, mais par contre, on ne l'avait jamais représenté de cette manière-là. Et on a, par contre, toutes les routes, les chemins actuels qui existent, et ça nous permet vraiment d'avoir cette image de tous les aménagements. Alors, à la fois les mouvements naturels du sol, mais aussi les mouvements qui ont été liés à une activité humaine, comme, vous voyez, les fossés, les routes ou les carrières, mais aussi tout le réseau qui a été généré, comme on verra par la suite, les réseaux parcellaires, donc les limites entre des champs ou même des systèmes de fossés pour le drainage. Alors le drainage aujourd'hui qui peut servir toujours en forêt, mais qui a pu servir aussi auparavant. Enfin voilà, ça nous permet de travailler sur plein de choses différentes et surtout de retracer l'histoire de ce territoire, mais qui ait eu la forêt ou non. Pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on va s'appuyer sur 2 forêts. Donc la forêt pompière que vous voyez en haut à droite, qui fait 14 500 hectares et qui font 2 maillades.
C'est une ancienne forêt royale, c'est une forêt impériale ensuite, et c'est un peu la même chose pour la forêt de Fontainebleau. Alors, quand on parle de la forêt de Fontainebleau, je parle du massif forestier de Fontainebleau qui comprend 3 forêts domaniales, la forêt de Fontainebleau, des Trois-Pneus et la Comandée. On va dire Fontainebleau, c'est plus simple, et ça fait à peu près 25 km². C'est la deuxième plus grande forêt domaniale de France après la forêt d'Orléans. Je parle bien de forêt domaniale. La plus grande forêt de France, c'est la forêt des Landes. Mais en forêt domaniale, la deuxième plus grande de France, c'est Orléans, et après c'est Fontainebleau. Fontainebleau, c'est aussi un réservoir de biodiversité parmi les plus riches d'Europe. C'est plus de 200 espèces d'oiseaux par exemple. C'est en fait un modèle de paysage qui fait qu'on a des habitats différents pour la faune et la flore, et c'est pour ça qu'on a cette très grande diversité. On ne fait pas tout le monde. Parce que c'est aussi la forêt la plus fréquentée de France, avec 15 millions de visites par an. Pour tout, soit la promenade ou le sport. Comme l'escalade, il y en a plus de entre 3 et 5 millions de campeurs par an qui viennent du monde entier. Quand je dis du monde entier, c'est Nouvelle-Zélande, États-Unis, Japon, Afrique du Sud, c'est littéralement la terre entière qui vient grimper à Fontainebleau. Donc, c'est aussi une forêt royale. Elle a été fondée vers l'an 1000 par Robert de Lepieux. Donc, c'est une forêt vraiment royale depuis plus de 1000 ans. Qui aura été aménagée, mais on va découvrir ça par la suite. Donc vous voyez, 2 forêts pas si loin de Paris, qui ont une histoire assez similaire, parce que des forêts royales, une géologie aussi assez proche. Donc là, vous avez une coupe de la géologie de la forêt de Compiègne. Donc en fait, on se retrouve avec une géologie de sable avec des lions de plateau et un peu de calcaire et quelques grès aussi. C'est globalement, les 2 forêts, c'est ce qu'on appelle des forêts de plaine. Donc globalement, elles sont assez plates, même s'il y a quand même des dénivelés, vous allez voir, à Fontainebleau, il y en a un paquet. Mais elles ont une géologie quand même assez proche, parce qu'elles ont des sables, ce qu'on appelle des sables soufflés. C'est des sables qui ont été soufflés par le vent il y a très 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 longtemps, plusieurs millions d'années. Et c'est surtout dans ces zones de sable, des vestiges archéologiques ne sont pas forcément très visibles. On va pouvoir le voir tout à l'heure. Et puis sur la forêt de Fontainebleau, ça fait partie des forêts de plaine, comme je vous l'ai dit. Mais bon, là, on a un peu plus de dénivelé parce que Fontainebleau, vous le savez peut-être, est quand même très connu pour ses chaos rocheux. Et c'est donc ces rochers de grès qui représentent un peu ce que vous avez là à droite. Donc on a en fait à la fois des zones de plateau qui s'appellent des platières, ces zones de chaos rocheux où on va voir ces rochers où justement on aime bien randonner, grimper, etc. Des vallées, les gorges, qui s'appellent les gorges, mais cherchez pas d'eau. Ça m'est déjà arrivé en forêt, voir des gens arriver avec un canoë pour aller dans les gorges. Il n'y a pas d'eau. Et ça fait plusieurs millions d'années qu'il n'y a plus d'eau. Donc ce n'est pas là. Pareil, pas de cascade, n'essayez pas. Il n'y en a pas. On a bien de gros problèmes d'eau à Fontainebleau. Voilà, là, vous voyez, il y a la vallée de la Seine. C'est la seule eau qu'on a. mais sinon, vous seriez bien triste à Fontainebleau si vous cherchez de l'eau. Pourtant, ça s'appelle Fontainebleau. Fontaine, belle eau. Mais on verra pourquoi. Alors, pour comprendre un peu cette historique, je vous propose, on va remonter un petit peu dans le temps, on va aller 2000 ans en arrière, et on va regarder. On a pu faire ces inventaires grâce aux données LIDAR, je vous en montrerai, et il faut savoir que la forêt de Compiègne est une des forêts qui, au niveau archéologique, a été énormément prospectée depuis le 19e siècle, grâce à Napoléon III qui a fait mener de nombreuses fouilles archéologiques, dont une sur une ancienne ville gallo-romaine qui se trouve du côté de Pierrefonds par ici, puisque c'était, pour ceux qui connaissent, Napoléon III justifiait un petit peu, aller retrouver César, le côté antique, etc. Donc il a financé énormément d'opérations archéologiques, dont à Compiègne. Et donc, dans cette lancée, il y a eu de nombreuses fouilles qui ont perduré encore au XXe siècle et on connaissait déjà dans la forêt de Compiègne à peu près 150 sites gallo-romains pour avoir prospecté dans plusieurs forêts de France. Donc prospecter, ça veut dire qu'on se rend en forêt, puis on regarde par terre si on trouve du mobilier archéologique, si on voit des micro-reliefs ou de la topographie, des creux, des bosses, est-ce qu'on voit des pierres, est-ce que je vois des petites plantes qui n'ont rien à faire là. Voilà. Donc c'est ça nos prospections, c'est une partie de notre travail. Et à Compiègne, c'est là où j'ai vu la plus grande richesse de mobilier archéologique, rien qu'en prospection. On a vu par exemple un tambour de colonne. Non, je ne trouve pas un tambour de colonne tous les jours en forêt, je vous rassure. C'est une forêt vraiment très très riche en termes de sites gallo-romains, et vous voyez la densité. Et vous voyez au centre, il y a une zone un peu vide. Et c'est là où c'est toujours important de regarder notre carte géologique, c'est là où on retrouve nos sables soufflés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire que sur les images LIDAR,
on n'a rien retrouvé. Et là, si on voulait être sûr qu'il n'y a vraiment rien, il faudrait aller prospecter l'intégralité de la parcelle. On parle de plusieurs centaines d'hectares. C'est très long. Alors sinon, on peut tous y aller, on y va, allez, 500 personnes. Là, on et on avance. Mais bon, en général, il faut pas façon de faire tout ça. Mais ça représente des archéologies. On a dans cette nouvelle locale, les lieux de 150 par rapport avec les arbres de 300. On a une voie gallo-romaine qui monte vers au-dessus. On a 3 agglomérations secondaires, dont une principalement qui se trouve aujourd'hui sous forêt. Si vous allez vous promener, en fait, les plus archéologiques ont été menés tout au long du 19e siècle et une partie au 20e siècle, ils n'ont jamais été accouchés. Donc quand vous vous promenez, il y a des murs, il y a des culs qui n'ont pas été accouchés aussi, on ne peut pas avancer, on marche, mais c'est assez impressionnant parce qu'on est vraiment sur une ancienne ville gallo-romaine avec ses terres, avec son roc, sa place centrale et ses bâtiments, c'est très impressionnant. Donc voilà la question. Et donc, si on continue, il n'y a pas que des vidéos, il y a bien 2 sites, il y a quelques sites historiques, il y a des mémoires. 3 électrons barrés, c'est ça, c'est plutôt la petite histoire. Qu'est-ce qu'un électron barré? En fait, on utilise la topographie naturelle. Donc, on a des falaises sur 3 côtés, et puis on accède par le tertial, on va installer notre village, mais par contre, pour se défendre, on va aménager un tablier renforcé pour barrer lancer de l'épée, de cette espace. Donc en fait, c'est une défense naturelle qu'on vient compléter. Et donc ça, on s'en sert beaucoup à l'Antiquité, on a ce qu'on appelle un oppidum, c'est la grosse patate jaune. Donc là, c'est un point haut, donc c'est pareil, c'est plutôt la vie du fer. On abandonne après durant l'Antiquité, parce que finalement, on a moins besoin de se défendre, c'est la fameuse paix romaine. Et donc, vous voyez, on a utilisé le paix romaine qui passe très loin, c'est ma fameuse ville dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la grosse patate romaine. Voilà. Par contre, il y a un mur d'enceinte, mais c'était pas un mur d'enceinte, c'était juste pour délimiter un peu. Après, vous voyez, il y a plein de points de vue. Ça, c'est des sites qui ne sont pas datés. C'est la construction qui n'est pas de génération ici. Des fois, on va trouver des moellons, on n'aura pas de mobilier comme de la céramique qui va nous permettre de dater un site. Donc souvent, il y a plein de choses qui restent de période en déterminée. Donc c'est que l'homme est à l'origine de cet aménagement. Voilà par exemple un petit exemple d'image. Je vais essayer de vous la décrire. Et ensuite, c'est la fameuse vue du bar. Donc là, vous voyez, on a une très grande route avec un talus de part et d'autre, et là, c'est notre fameuse route romaine. Là, tous les trous que vous voyez, ça correspond à des bâtiments qui ont été fouillés. Peut-être que vous arrivez à voir, on voit de très légers reliefs ici, et du parcellage gallo-romain, qui dessine en fait des parcelles agricoles. Soit de l'élevage, soit de l'agriculture, là pour le moment, je ne suis pas capable. Une autre voie. Là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on a encore un découpage forestier actuel, qu'on a à voir ici et ici, par exemple. Donc ici, vous voyez, c'est très très plat. C'est normal, on n'est plus en forêt, c'est un champ. Ça a été complètement labouré. Donc en fait, on apprend progressivement à lire ces images. Ces traits-là, vous ne savez pas ce que c'est. C'est une ligne électrique. On a le pylône et puis on a l'emprise. Comme vous connaissez souvent, vous voyez, il y a des grandes saignées pour pas qu'il y ait d'arbres qui tombent sur la ligne électrique. Donc voilà, ça fait partie de notre métier, c'est d'apprendre à lire ces images. Et c'est l'expérience qui finit par me dire, alors ça, je sais que c'est ça, je sais que c'est ça. Mais après, j'ai aussi besoin de retourner sur le terrain. Je vais donner une anecdote. Sur une image LIDAR, on voit 2 buttes. On se dit cool, 2 buttes. Potentiellement, on était en présence de tumulus, donc des anciens tertres. On va sur le terrain, il y en a un, c'était bien ça. Celui d'à côté, c'était un roncier. Voilà, donc la vérification de terrain est toujours nécessaire. On ne peut pas juste regarder l'image et dire « alors, je sais que c'est ça ». Non, toujours besoin de retourner sur le terrain. Donc, voilà, tout à l'heure, vous aviez les sites archéologiques. Là, c'est le réseau parcellaire et les voies qui ont été identifiées grâce aux images LIDAR. Il y avait des éléments de parcellaire qui avaient été identifiés auparavant grâce à un passionné qui a fait d'ailleurs aussi une thèse sur la forêt de Compiègne, mais il avait fait sa thèse avant les données LIDAR. Donc en fait, quand il a soutenu sa thèse, puisqu'il a mis du temps à la soutenir, on avait déjà eu le LIDAR. Donc c'est pour ça aussi, des fois, quand on fait une thèse, il faut se dépêcher de le faire, sinon elle est vite dépassée. Donc là, vous voyez la densité. Quand on a du parcellaire comme ça, gallo-romain, on peut vous assurer, il n'y avait pas de forêt à l'Antiquité à cet endroit-là. Donc la forêt n'était pas là, puisqu'on est bien sur la parcelle agricole avec des fermes qui maillent le territoire. Donc vous vous rendez compte, c'est quasiment 950 km de linéaire sur ce territoire qui fait 14 000 hectares. C'est très très dense.
une autre image. Donc là, c'est l'ancienne voie gallo-romaine, vous voyez. Donc les Romains, alors eux, c'était assez simple, hein, les voies, c'était fossé talus, une belle route bombée. À cet endroit-là, de mémoire, la route a fait plus de 40 mètres de large. Donc on n'est pas sur une petite route, hein, c'est vraiment une très grande route. Globalement, quand on est en forêt, on la loupe pas. Et ça, donc, après, on travaille sur les densités. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une très forte densité de sites et de parcellaires. Et vous voyez, je n'avais pas le PowerPoint en tête, donc je vous ai spoilé tout à l'heure. Vous voyez, les vides archéologiques, on est bien sur nos zones de sable soufflé. Si on passe à Fontainebleau, changement de décor, mais pas changement d'histoire finalement. À gauche, vous avez la carte archéologique hors abri gravé, j'insiste là-dessus, parce qu'on a beaucoup de gravures rupestres dans la forêt de Fontainebleau, on en a plus de 2000, qui pour les plus anciennes remontent à 30 000 ans. Je les ai enlevées de la carte, sinon ça polluait, mais les autres sites archéologiques, avant le lidar, on avait une trentaine de points, ce que vous avez à gauche. Le lidar passe, on analyse, voilà la nouvelle carte. On est passé de 30 à 173. Donc c'est pour vous faire comprendre que pendant longtemps, on a dit que la forêt de Fontainebleau a toujours été là. Les sols sont pauvres, il y a toujours eu de la forêt finalement, parce qu'on ne pouvait rien en faire. En plus, on a peu d'informations archéologiques, c'est que finalement, il n'y avait rien. Ah non, c'est qu'on n'avait pas cherché en fait. Donc il faut toujours se méfier de ces vides archéologiques, parce qu'en fait, il y a toujours un biais lié à l'état de l'art et à l'état de la connaissance. Vous voyez, le lidar passe, ah bah là, bizarrement, maintenant, on a une densité beaucoup plus forte de sites archéologiques dans la forêt qu'autour. Pour aller plus loin, à quoi ça ressemble un site archéologique en forêt de Fontainebleau? Vous voyez, on retrouve un petit peu nos traits, comme tout à l'heure. Puis toujours un peu orienté nord-sud, est-ouest. C'est les Romains, hein, ils aiment bien hein, quand c'est... Je ne veux pas rentrer dans le détail, puisqu'on pourrait en parler. Nos fameuses carrières, dans la forêt de Fontainebleau, on en a beaucoup. Et vous voyez, des fois, à des intersections, on a des petites choses qui se passent comme ça. On a des petits trous, des petites buttes. Et là, par expérience, on se dit, ah, là, ça sent quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va en forêt, on prospecte, et là, on trouve des tuiles, des morceaux de céramique. Et par expérience, c'est pareil, hein, cette tesson de céramique, bah, on commence à avoir l'expérience et on sait que c'est un tesson de céramique qui est plutôt gallo-romain ou médiéval parce qu'on ne fabrique pas nos poteries de la même manière à chaque époque. Et sur la forêt de Fontainebleau, c'est une centaine de fermes gallo-romaines comme ça qui a été découverte, alors qu'auparavant, on avait 5 sites gallo-romains sur la forêt de Fontainebleau. Et pour comprendre tout ça, on regarde un petit peu plus loin. La forêt de Fontainebleau, elle se situe sur une grande voie gallo-romaine qui reliait Paris à Sens à Lyon. Lutèce, Lugdunum qui était la capitale des Gaules. Donc c'est une grande voie. Melun, que vous connaissez pour ceux qui, voilà, qui est préfecture de la Seine-et-Marne, c'était ce qu'on appelle une agglomération secondaire, donc une petite ville, enfin une ville déjà assez grande quand même, à l'Antiquité. On est juste au sud, on est à 5 km à peine, et donc on a une voie gallo-romaine qui traverse. Et on avait déjà un site bien connu depuis la fin du 19e siècle qui s'appelle le Bois-Gautier, enfin qui se situe au Bois-Gautier, et c'était un fanum. Ce site est situé juste à proximité de la voie gallo-romaine, mais c'est surtout, il est entre la Seine et la voie romaine. Donc il y avait un vrai lien entre les deux. Mais finalement, sinon, à part ça, on ne connaissait pas grand-chose dans la forêt. Et arrive notre fameux lidar, donc on refait le travail de densité que tout à l'heure. Là, vous voyez, tout à l'heure, on avait une grosse zone de vide. Là, c'est un peu plus compliqué, puisque la topographie de la forêt de Fontainebleau est un petit peu plus complexe. On a de nouveau une zone de vide ici, et je peux vous le dire, puisqu'on en a déjà parlé, c'est des sables soufflés. Voilà, c'est bizarre, on a la même chose. Par contre, les zones vides ici, vous voyez, il y a des bandes grises. Ça représente la localisation de nos fameux chaos rocheux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'occupation au milieu des carreaux rocheux, ça veut juste dire qu'il n'y a en effet pas de réseau parcellaire, ce qui est à peu près logique au milieu des rochers, on ne va pas s'amuser à faire des talus. On pourrait, mais voilà. Et donc on identifie 4 zones un petit peu denses de parcellaires, et là je vous donne la nouvelle carte. Alors on a moins de linéaire qu'à Compiègne, mais on a une topographie quand même beaucoup plus contrainte. Mais on a quand même 2 grandes voies gallo-romaines qui ressortent et du parcellaire, et vous voyez tous nos sites qui sont toujours connectés avec des éléments de parcellaire. Donc, pareil, il n'y avait pas de forêt. Pas de forêt dans les endroits plats. Et vous allez me dire, bah, il reste beaucoup de zones quand même, il n'y a rien, donc il y avait de la forêt. La forêt qui se trouve là, bah, je vous montrerai tout à l'heure de quand elle date. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de forêt. Passons au Moyen-Âge.
On le sait, à la fin de l'Antiquité, c'est pareil partout en France, il y a une déprise, il y a une chute démographique, on se resserre vers les villes, on abandonne plein de terrains. On appelle ça les invasions barbares, enfin il y a plein de raisons. On ne va pas revenir, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je simplifie. En revanche, quand on abandonne un terrain, c'est ce qui se passe depuis le 19e siècle en France. Qu'est-ce qui se passe? La forêt réapparaît. Tout d'abord une friche, puis après une vraie forêt. C'est d'ailleurs pour ça que depuis le 19e siècle, en France, la forêt a doublé de surface. Et d'ailleurs, en France métropolitaine, la forêt gagne toujours 80 000 hectares par an. Donc la forêt en France métropolitaine n'est pas en danger sur sa question de surface. Donc qu'est-ce qui se passe à Fontainebleau comme à Compiègne, on le verra après? La forêt gagne du terrain parce qu'on abandonne les terrains agricoles. On n'en sait pas plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé autre chose, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas les informations archéologiques dessus. En revanche, arrive l'an 1000, la fondation du domaine royal et la fondation d'un premier ermitage, une première chapelle. Vous en avez l'image en haut à droite. C'est la chapelle Saint-Louis, qui fut, ça les fouilles archéologiques ont montré, fondée vers l'an 1000. Et on le fouille depuis 2017 avec le département de Seine-et-Marne, ce qui nous permet surtout d'en savoir plus sur les ermitages, parce que finalement, aujourd'hui, c'est le seul ermitage en France qui est fouillé. Il y a beaucoup d'ermitages qui ont été fouillés au Proche-Orient, par exemple, mais pas en France. C'est deux types de sites qu'on connaît très peu, et très très mal. Donc là, nous, on a fini de fouiller la zone cultuelle, donc les cimetières, où on sait qu'on a une trentaine d'individus qui ont été inhumés dans la chapelle ou à ses abords. Et là, on commence à attaquer la partie habitat, donc on en saura mieux, on en saura plus sur la vie des ermites au Moyen-Âge. On a un deuxième ermitage qui, lui, est fondé au XIIe siècle. Ces deux ermitages sont démantelés au début du XVIIIe siècle. Pourquoi? C'est que les ermites se faisaient assassiner assez régulièrement. Donc le Louis XIV a dit, bon, ça finit, on démantèle tout ça, puis bon, c'était un peu la fin de l'ermitisme quand même aussi. Voilà. Mais cette salle, aujourd'hui, sert toujours de salle de réunion. Et troisième site qu'on connaît à cette époque-là pour le Moyen-Âge, c'est une commanderie. Je vous ai mis une image d'Idar, du premier ermitage Saint-Louis. Alors, on va refaire pareil. L'ermitage est situé en haut d'une butte. Bon. Un site religieux en haut, sur un point haut, ça n'a rien de très original, on en connaît beaucoup. Par contre, si vous regardez, vous voyez, un talus ici, puis un deuxième talus. Alors, pour le moment, on n'a pas encore été fouillé là. Plusieurs hypothèses. Soit on a un site plus vieux dessous. C'est possible. On a trouvé un petit peu de matériel gallo-romain, mais pour le moment, on n'a pas de source. Ou sinon, à un moment, le site, il a forcément été officialisé, c'est une chapelle, et si l'évêque n'avait pas envie de monter en haut, il a fait le tour en bas, et puis on l'a symbolisé par un fossé. C'est des choses qui se font aussi. Pour le moment, que des hypothèses, on ne peut rien affirmer. Mais par contre, c'est toujours intéressant de voir, comme ça, des choses très circulaires dans la forêt. Et donc, ça nous donne ça. Ça, c'est la carte de la forêt de Fontainebleau et de son occupation au Moyen-Âge. Il n'y a pas de parcellaire. Pas du tout. Ce qui nous permet de dire, a priori, il y a quand même de la forêt, puisque c'est pas aménagé à cette époque-là. On a toujours nos anciennes voies qui restent très structurantes. Et puis on commence à avoir un nouvel axe qui se dessine, qui est par ici, qui permettrait de relier la Seine, qui se trouve ici, avec la ville de Moret-sur-Loing. Et par ici, Milly-la-Forêt, une ville aussi qui apparaît au Moyen-Âge. Et donc c'est une route commerçante qui apparaît. On commence à lire d'autres routes qui commencent à relier les différentes paroisses du secteur, mais c'est pas encore, ça reste des suppositions. Pour la forêt de Compiègne, qu'est-ce qui se passe? Au Moyen-Âge, forêt royale, et donc on commence à l'aménager pour la chasse. C'est d'ailleurs en forêt de Compiègne qu'on va aménager le premier carrefour en étoile. C'est ces carrefours ici, vous voyez, qui sont aménagés pour la chasse à courre. Pourquoi? C'était pas pour la chasse à courre, c'était pour les suiveurs de la chasse à courre. C'est-à-dire que les chevaux, avec les chiens, allaient suivre le cerf. Et en fait, ceux qui étaient en voiture ou en calèche se mettaient au centre du cercle, et comme ça, ils pouvaient regarder par où il fallait aller. Parce que du coup, on allait voir où les animaux, les chevaux, les chiens allaient traverser. On va voir exactement les mêmes à Fontainebleau, et d'ailleurs, je crois que le premier, c'est celui-ci. Vous voyez, il y a même une sorte de périphérique autour. Et une des particularités de la forêt de Compiègne au Moyen-Âge, c'est surtout qu'ils ont aménagé des garennes. C'est des mottes à conil, donc c'était pour élever des lapins. Je pense que je vais revenir dessus, parce que je crois qu'il y a des diapositives dessus. Donc voilà, l'emplacement de tous ces mottes à conil. Et Jérôme Burutan, qui devait être là, aurait mieux parlé que moi de ce sujet, puisqu'il a fait des fouilles dessus, sur ces mottes à conil, et des recherches. Alors vous voyez sur l'image d'Idar, une motte à conil, ça ressemble à une butte. Voilà, avec ça, on va loin.
Surtout qu'une butte, ça pourrait être, comme je vous disais tout à l'heure, un roncier, un tas de cailloux, un tertre, un tumulus. Enfin, de toute façon, le tumulus, ça ressemble à un tas de cailloux ou un tas de terre. Tant qu'il n'est pas fouillé, je suis pas sûre que ça soit un tumulus. Voilà. Mais, en allant sur le terrain, il y a quand même des petites caractéristiques. Ils ont fait tout un travail de recherche sur ces mottes, qui sont pareils, très méconnus. Il y a eu très peu de recherches sur ce type de structure, et donc ils ont fait des profils, vous voyez. Donc il y a globalement un schéma un peu linéaire, c'est qu'on a un creux au centre et on a deux buts de part et d'autre. Et ils ont étudié un petit peu les galeries de ces mottes. Vous voyez bien les galeries des lapins. Je vous en dirai pas beaucoup plus parce que je ne maîtrise pas assez le sujet, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est des types d'aménagements qu'on a longtemps oubliés. Puisque finalement, personne ne s'intéresse à comment est-ce qu'on élevait les lapins. Pourtant, ça a un intérêt très important en termes de comment est-ce qu'on vivait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on ne mangeait pas du sanglier, du cerf tous les jours. Donc il y avait vraiment un intérêt, et puis surtout leur localisation. On a aussi des traces d'activité industrielle dans la forêt. Alors, dans la forêt de Compiègne, à l'Antiquité, on a déjà des ateliers industriels, puisqu'on a des ateliers de potiers. Quand vous prospectez en forêt sur un atelier de potier, vous ne pouvez pas vous tromper, vous marchez littéralement sur de la vaisselle cassée. Il y en a partout. Et c'est globalement la même. Donc, ça va, on ne se trompe pas trop. Il y a aussi sur la forêt de Compiègne des sites de verriers. Pour faire du verre, il faut quoi? Il faut du sable et il faut de l'eau. Donc, il faut être sur des secteurs qui sont humides, c'est le cas à Compiègne, et avoir du coup le sable pour le chauffer. Bon, il faut aussi du bois aussi, donc en forêt, c'est plutôt pas mal. Et après, il faut le savoir-faire, bien évidemment. Donc, quelques exemples de ce qui a pu être retrouvé. Donc, vous voyez, des fois, sur les images d'art, c'est pas très flagrant. Donc, il faut toujours compléter. Et donc, on a quelques fours qui ont été retrouvés. Et les scories, donc c'est alors, les creusets, c'est les pots qui servaient à faire le verre. Enfin, on faisait fondre le sable pour transformer en verre. Qu'est-ce qu'il a mis encore ? Et donc, progressivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on aménage la forêt pour la chasse à courre. Donc, notre fameux carrefour en étoile. Donc là, vous voyez, c'est la carte des chasses royales de la forêt de Compiègne. Donc, on passe d'un territoire qui était finalement structuré principalement que par nos réseaux viaires. Là, on commence à découper le territoire pour la chasse à courre, parce que c'est une forêt royale. Mais finalement, ce découpage-là, vous allez voir, il nous sert toujours. Et donc ça se passe plutôt quand même globalement à l'époque moderne. Et là-dessus, on rajoute, parce que c'est une forêt de chasse royale, on a des parquets à faisans. On a aussi une faisanderie, comme dans la forêt de Fontainebleau, je vous montrerai après. Alors là, c'était des sortes d'enclos avec des haies arbustives dans lesquelles on allait élever les faisans. Et plusieurs fois par an, on allait libérer les faisans pour les tirer. Voilà. Il n'y a plus de chasse aux faisans dans la forêt de Compiègne, ni dans la forêt de Fontainebleau. Mais on pourrait en trouver encore dans certaines forêts privées, mais en forêt domaniale, il n'y en a plus. Je crois qu'il reste encore quelques faisans, par contre, dans la forêt de Compiègne, chose qu'on n'a plus à Fontainebleau. Alors, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il nous a mis là? Alors, on fait l'analyse de l'image d'IDAR en live. Alors, donc là, déjà, qu'est-ce que je fais quand je lis une image d'IDAR? J'essaie de m'appuyer sur les choses, je vais du plus évident au moins évident. Alors, plus évident, j'ai des grandes lignes. Tac. Ces grandes lignes, c'est simple, je sais que c'est mes allées forestières. Donc, c'est mes chemins. Après, j'ai des lignes un peu moins visibles. Ça, il y a de fortes chances que ça soit mon parcellaire gallo-romain que je vous ai montré tout à l'heure. Puis là, ponctuellement, il y a des petites choses. Alors, c'est peut-être un site gallo-romain. Là, on doit avoir une carrière. Et là, on est des systèmes de fossés. Et j'imagine que quelque part dans cette image, il y a un parquet de chasse. Et je pense que c'est par là, vu les aménagements. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus, ce n'est pas moi qui ai choisi l'image. Et qu'est-ce qui se passe à l'époque moderne? Il y a beaucoup de plantations. À partir du XVIIIe siècle, on commence à planter massivement. Tout à l'heure, Gérard Schucker a parlé de l'ordonnance de Colbert. Il s'est retrouvé qu'à cette époque-là, on n'avait plus, mais ça vous avez dû déjà l'entendre, on n'avait plus assez de bois d'œuvre, donc du bois de grande qualité, pour faire des navires. La France étant en guerre, il y avait besoin de bateaux. Donc il faut gérer durablement nos forêts. En fait, les forêts du Moyen-Âge existent, mais sont souvent faites plutôt de taillis, donc de jeunes arbres, parce qu'on les coupe fréquemment pour faire du bois de chauffage. Dans les forêts royales, c'est souvent un peu plus mélangé parce que typiquement, c'est pas forcément des forêts pour la production.
La forêt de Fontainebleau, par exemple, elle n'est pas du tout faite pour la sylviculture, elle est exclusivement dédiée à la chasse à courre. On s'en fiche de faire pousser des beaux chênes. C'est un peu moins vrai à Compiègne. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? C'est une question de sol. C'est que la forêt de Fontainebleau, globalement, ça pousse pas très très bien. Par contre, si on va en forêt de Troncé, qui est dans l'Allier, c'est une vraie forêt de production. Là, les bois poussent super, comme en forêt de Bercé. Si vous promenez dans ces forêts, vous verrez des chênaies magnifiques. Vraiment, en forêt de Bercé, vous levez la tête, il y a un endroit qui s'appelle la Futée des Clos. Vous levez la tête, vous n'arrivez même pas à voir les premières branches, tellement les arbres sont grands et droits. C'est très très beau. Et c'est des arbres qui ont été plantés sous Colbert à cette époque, dans la Futée des Clos. Donc c'est très impressionnant. Donc là, on plante massivement. Je reviendrai sur le cas de Fontainebleau après. Et on remplit, vous voyez. Et à cette époque-là, on commence à planter différents types d'essences. Parce qu'il faut faire du bois d'œuvre, mais pas que. On fait aussi en fonction des salles et en fonction de la rentabilité aussi. On a donc de moins en moins de landes. Pourtant, ces landes, elles ont un intérêt parce qu'on y fait beaucoup de pâturage. Et en termes de biodiversité, je pourrais revenir dessus, ces landes ont un intérêt. Passons à Fontainebleau. Même chose, Fontainebleau, avant, se structure sur, vous vous souvenez de nos 2 voies gallo-romaines. Il y en a une qui perdure, elle existe toujours, c'est une ancienne nationale, elle est ici. Par contre, il y a un changement d'organisation du territoire. Jusqu'à présent, notre territoire, il s'organisait vraiment en fonction de la Seine et de nos axes de circulation. Le château de Fontainebleau, le premier château de Fontainebleau, est fondé au début du Moyen-Âge. Mais il est vraiment aménagé à partir d'Henri IV, donc Henri IV, est-ce que vous vous souvenez des dates ? Court. Non, toujours pas. Ouais, je vais être sympa. 16e siècle. Pensez à 1515. Donc le château de Fontainebleau, il se trouve au centre. Il se trouve au point le plus bas. Je vous ai parlé tout à l'heure, fontaine, belle eau. Et ben, il se trouve au seul endroit où il y a de l'eau. Il y a un cours d'eau comme ça, en fait, qui est relié à la Seine. Et c'est le seul endroit où il y a de l'eau dans toute la forêt. On installe quand même le château à un endroit un petit peu intelligent. Et puis Henri IV fait percer ce qu'on appelle la route ronde. Vous voyez cette route rouge. Et en fait, cette route ronde, c'est un peu notre périphérique à Fontainebleau. En fait, c'est une route qui découpe la forêt en 2 espaces de la même distance, vous voyez, et puis surtout qui permet de relier. Et entre, on a donc des chemins qui partent du château de Fontainebleau vers les différents villages du territoire. Donc on commence à aménager la forêt pour la chasse à courre. Et comme je vous le disais, c'est aussi à cette époque-là, même si le château existe avant, qu'on a les gros aménagements et qu'on en fait le château qu'on connaît aujourd'hui finalement, le château de Fontainebleau. Petite image depuis la forêt. Et donc ces aménagements, ça nous donne nos fameux carrefours en étoile. Donc là, une peinture du carrefour en étoile, fait par Jean-Baptiste Oudry, donc vous pouvez le trouver au château de Fontainebleau. Ce carrefour-là, c'est vraisemblablement celui-là. Vous voyez cette carte de 1697 de la forêt de Fontainebleau. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de forêt. Alors, on ne le voit pas bien, mais tout là, c'est des carreaux rocheux. Et il n'y avait pas d'arbres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de sol. C'est simple, on est rocher, sable, rocher. On a surtout énormément de pâturage sur cette forêt, pâturage qui perdure jusqu'au XXe siècle. Au XIXe siècle, on sait qu'il y a jusqu'à 20 000 bêtes qui pâturent dans la forêt de Fontainebleau. Donc, en effet, c'est une forêt royale et domaniale, mais il y a des droits d'usage qui existent depuis très longtemps dans cette forêt. Mais ça ne va pas durer. Pareil, même sort que dans la forêt de Compiègne, à partir de 1786, le docteur Lemonnier, médecin du roi, dit il faut planter. On plante alors du pin sylvestre ou le pin de Riga, pin qui vient donc du nord-est de l'Europe. Et on remplit les vides, c'est indiqué comme ça dans les archives. Pourtant, nos vides, en termes de biodiversité, ils sont très intéressants, c'est des landes. Donc, vous voyez, la carte de 1697, c'était à peu près un quart de la forêt actuelle de la forêt de Fontainebleau. Et donc, en 300 ans, ça, c'est la forêt d'aujourd'hui. Et bien, la forêt, elle a bien changé. Mais on plante quoi ? Puisque, bon, je vous ai dit, rocher, sable, qu'est-ce qui peut pousser ? Donc, on plante du pin. C'est une forêt où, aujourd'hui, quand on va à Fontainebleau, on se promène dans les carreaux rocheux, finalement, on voit beaucoup ce pin. On voit beaucoup moins les chênes et les hêtres. Pourtant, aujourd'hui, le pin, il est menacé, mais je reviendrai sur ça. Donc, on est venu planter du pin parce que dans ces sols très ingrats, finalement, il n'y avait que ça qui pouvait pousser. On avait essayé de planter du pin maritime précédemment, mais je reviendrai sur ça après. On a une évolution de la forêt. Donc là, c'est un petit graphique qui l'explique
ce qui s'est passé sur la forêt de Compiègne, mais c'est assez semblable avec la forêt de Fontainebleau. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Donc, la palynologie, c'est l'étude des pollens qu'on peut trouver dans les tourbières qui sont conservées. L'anthracologie, c'est l'étude des bois. En plus, je vous fais cours de méthode d'archéologie. Géoarchéologie, là, c'est les sols. Pédo, donc c'est la pédologie. Anthraco, on retrouve la même chose. Et les garènes, vous voyez, donc là, c'est positionné par rapport à une courbe. Et vous voyez, en fait, les sources, les archives ou les sources textuelles, on les a vraiment que depuis le Moyen-Âge. On n'a rien avant, en tout cas sur ces forêts. Par contre, maintenant, grâce au LIDAR, on a quand même une organisation du territoire grâce aux parcellaires et aux fermes qui sont liées. Et après, voilà, on peut remonter progressivement le temps en fonction des différentes méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on obtient sur la forêt de Compiègne ? Donc là, c'est par exemple quand ils font les études des pollens, ou je pense non, juste les pollens. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font on fait avec la tarière, on va faire des sondages à la tarière dans les mares, on remonte les sédiments, et après, on regarde ce qu'il y a dans les sédiments. S'il y a des pollens, s'il y a des graines, s'il y a des charbons, pour pouvoir les dater avec le carbone 14. Et ça nous permet aussi, l'étude de ces pollens et de ces graines, de pouvoir retracer un environnement à la forêt au cours du temps. Donc, en fonction des pollens qu'on va trouver, on va savoir que le paysage était plus ou moins fermé. Je vais vous prendre l'exemple à Fontainebleau. Il y a eu des tourbières comme ça qui ont été étudiées. Et on sait que autour de ces tourbières, à l'Antiquité, on cultivait du lin et du chanvre. C'est bien, on y retourne. Il y a de nouveau des cultures de lin à côté de la forêt de Fontainebleau. Vous voyez, c'est un éternel recommencement. Sur Compiègne, je ne sais plus trop ce qu'ils ont trouvé, puisque je n'ai pas révisé. Mais voilà, vous voyez un exemple de carotte. Et donc, on localise grâce au LIDAR. Voilà, donc l'anthracologie, ils l'ont fait sur les charbonnières. Donc les charbonnières, c'était quoi ? On faisait un gros tas de bois, on le brûlait, on obtenait le charbon de bois. En forêt de Fontainebleau, on n'en a pas de charbonnières parce que c'était interdit, on a le décret royal qui le dit, mais souvent dans les forêts, on en retrouve, par exemple dans la forêt de montagne de Reims, au sud de Reims, il y a des milliers de charbonnières, vraiment des milliers. Globalement, sur les forêts royales, on en a moins, puisqu'il y avait quand même moins ces droits d'usage dans ces forêts royales, donc on limitait ce genre de pratique. Mais il y en a quand même un peu sur Compiègne. Voilà à quoi ça ressemble sur les images LIDAR. Donc là, c'est les deux mêmes images, avec et sans interprétation et avec. Et vous voyez, en forêt, en fait, c'est un tas. Alors, quand on enlève les feuilles, on voit que c'est un tas qui est rempli de charbon de bois, très noir, donc ça se reconnaît assez bien. Donc voilà, même mission, un relevé topographique. On fait, à la tarière, on va... tous les X centimètres faire un prélèvement, et puis on peut faire aussi des fosses pédologiques, comme ça, pour étudier. Et on va obtenir des graphiques comme ça. Je ne vous l'analyserai pas, je ne le connais pas, je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Et donc on obtient, vous voyez, des phases climatiques en analysant tout ça, avec un optimum médiéval, le petit âge glaciaire qui se situe... J'aime bien vous poser des questions. Ouais, c'est ça. Fin 18e, début 19e. Et le réchauffement aujourd'hui. Et on va avoir une évolution surtout dans les peuplements forestiers. Ça, c'est vrai dans toutes les forêts. Là, ça remonte même pas à l'Antiquité, donc avec du bouleau, du tilleul, du tremble. Ça, c'est souvent des essences pionnières. C'est les premières essences qu'on va trouver en forêt. Le hêtre et le chêne. On retrouve ça parce que finalement, on a un petit peu perdu la forêt, certainement à force de trop exploiter. Et puis, on a du chêne et du pin. Vous voyez, le pin qu'on est venu planter au 18e et au 19e siècle. Si je vous montre la forêt de Fontainebleau, son évolution, en vert foncé, c'est la forêt la plus ancienne, en vert clair, la plus récente. Moi, il y a encore 2 ans, il y a des gens qui me disaient, aux 3 pignons, il ne faut pas couper les arbres, la forêt a toujours été là. Ils ont 70 ans, les arbres, première génération. Il faut vraiment nuancer ce que nous, on voit à notre échelle et l'échelle du temps de la forêt. On dit, il ne faut pas couper un arbre centenaire, sauf que pour faire une charpente, il faut un chêne qui a 150 ans. Donc, il faut vraiment nuancer ce qu'on peut entendre par rapport au conflit d'usage. Aujourd'hui, le bois, c'est une matière renouvelable et qui nous entoure, particulièrement dans cette salle, du sol au plafond. Donc, il faut vraiment nuancer. Il faut réussir à trouver le juste équilibre entre une exploitation qui est raisonnée pour une gestion durable de la forêt et assurer son renouvellement et les besoins de la société. Mais aussi, préserver la biodiversité et la particularité des forêts publiques, et en particulier des forêts domaniales, c'est qu'elles sont ouvertes au public. Donc aussi que les gens puissent y aller comme un espace de bien-être, de liberté. Mais on ne fait pas tout ce qu'on veut non plus. Petit exemple d'évolution des paysages, au début du XXe siècle, le même rocher aujourd'hui. La forêt évolue.
Et donc, quand je vous disais, les phénomènes climatiques qui impactent la forêt existent depuis toujours, puisque nous, dans les archives, on a toujours des archives qui disent que la forêt de Fontainebleau, c'est quand même pas la forêt la plus en forme. Bien qu'à Fontainebleau, on a des chênes de très très bonne qualité pour faire du tonneau. Parce qu'en fait, vu que les sols sont pauvres, ça pousse très doucement, donc les grains sont très serrés, donc on fait des super tonneaux. On a les archives qui nous mentionnent plusieurs gelées qui ont cassé des arbres ou des sécheresses. Vous voyez, 1710, 1726, et vous voyez même, sous Henri IV, on a tenté de planter des premiers pins maritimes. Donc les pins qu'on trouve dans le sud de la France. Ils n'ont pas tenu, ils ont gelé, ils ont cassé. Et d'ailleurs, on a des gravures dans la forêt qui nous représentent, alors là, vous n'arrivez pas à lire, mais verglas en 1775, froid de l'hiver, machin, et pins maritimes détruits. Et on en a plusieurs comme ça dans la forêt. Pins maritimes, ils ne supportaient pas le climat de l'époque. Ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Voici l'état de la forêt de Fontainebleau aujourd'hui. 40 hectares de pins sylvestres secs d'un coup en 2018. Merci la canicule. Ça, c'est l'état des hêtres de la forêt de Fontainebleau aujourd'hui. Les sécheresses, les canicules qui se répètent. Je crois qu'aujourd'hui, en plus, dans les médias, ils ont refait la courbe et qui montraient que 2023 était l'année la plus chaude. Mais ce qui était intéressant, c'était de regarder les 6 dernières années les plus chaudes, qui étaient en fait les précédentes. Ben, on voit, 2003, 2006, puis quasiment tous les ans. La forêt est fragilisée à force. Qu'est-ce qui se passe, nous, forestiers? On regarde qu'est-ce que va être la forêt de demain. Et ça, on a des modélisations qui existent grâce au GIEC. Et donc là, en rouge, vous voyez, c'est notre ère climatique même. On a la forêt de Compiègne et la forêt de Fontainebleau qui sont dedans. Donc ça, c'est notre climat actuel. Il y a quelques mois, je vous aurais mis un autre scénario qui était le scénario plus 2 degrés à la fin du siècle. Malheureusement, c'est acté, on n'y sera pas. On sera à plus 4 certainement à la fin du siècle. À la fin du siècle, plus 4 degrés, ça veut dire que notre climat actuel, notre climat de demain, c'est le climat actuel de la Méditerranée. C'est ce que vous avez en bleu. Donc nous, ça nous interroge sur l'avenir des forêts. Et je vous dis ça pas pour vous déprimer, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec la partie historique que je vous ai présentée précédemment. C'est qu'aujourd'hui, on se dit, mais que va devenir notre forêt finalement? Parce que dans 70 ans, on est censé avoir le climat de la Méditerranée ici. Donc déjà, on va regarder essence par essence. On sait que par exemple, le hêtre à Fontainebleau, c'est fini. Donc là, ce qu'on fait, c'est que la forêt, elle est résiliente, mais ça va un peu trop vite pour elle. Donc on essaye de l'accompagner. Mais par contre, on essaye de comprendre les différences de richesse dans la forêt, des richesses de sol, pour voir où on va venir investir nos forces, qu'on va se dire, allez, je vais tenter de faire quelque chose ici, là, je sais que c'est perdu. Je vous ai parlé tout à l'heure des carreaux rocheux de Fontainebleau. C'est des rochers, du sable. Il n'y a pas d'eau. Dès qu'il pleut, ça coule. Est-ce que je vais venir investir quelque chose là-dedans alors que tous les pins sylvestres meurent et les pins sylvestres qui ont été implantés par l'homme? Sachant qu'au XIXe siècle, quand on les a plantés, souvenez-vous, on était pendant le petit âge glaciaire. Et en plus, à cette époque-là, on avait plein de moyens, on arrosait les arbres. Chose qu'on ne fait absolument plus aujourd'hui. Donc on ne va pas venir investir du temps, de l'argent dans des zones où ça ne tiendra jamais. Par contre, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Cet été, on a eu un stagiaire qui nous a fait la carte, ne déprimez pas, promis, du dépérissement entre 2016 et 2022 de la forêt de Fontainebleau. En rouge, c'est les zones qui dépérissent. Ouais, très bonne santé, cette forêt. Vous voyez, il y a quand même des vides. Un vide là, un vide là. Ça vous rappelle pas quelque chose, ces petits vides? Alors, je vais mettre une première carte. En vert foncé, c'est la forêt la plus ancienne. Déjà, on est dans la zone où la forêt est la plus ancienne. Mais bon, c'est moyennement concluant. On a quand même un peu de dépérissement. Je vais mettre une nouvelle carte. On a notre parcellaire gallo-romain. Regardez le dépérissement parcellaire qui s'arrête là, comme ça. C'est quand même très troublant. Alors aujourd'hui, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas dire si les sols étaient déjà riches avant l'occupation gallo-romaine, et du coup, c'est pour ça qu'ils sont installés là, ou si c'est l'agriculture gallo-romaine qui a enrichi ces sols, mais en tout cas, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le dépérissement est clairement moins important dans les zones qui ont été cultivées il y a 2000 ans. Donc, vous voyez bien l'intérêt de regarder l'histoire pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour la forêt de demain. Pour finir, on a un autre gros problème. Tout à l'heure, je vous avais parlé des dépérissements. On a aussi des espèces exotiques envahissantes dans les forêts. Le Prunus serotina, cerisier tardif.
On en a dans la forêt de Fontainebleau, mais il faut savoir que dans la forêt de Compiègne, aujourd'hui, c'est l'essence dominante, c'est-à-dire que c'est l'essence qu'on voit le plus dans certaines parcelles. Donc on va devoir en faire de la sylviculture. C'est une essence qui a été introduite, plus ou moins volontairement, mais qui nous questionne quand même vraiment sur l'avenir de nos forêts et qui est en train de s'étendre. Et je vais conclure, puisqu'il est l'heure en plus. Donc vous voyez, en fait, je vous ai un petit peu montré un panel, on aurait pu encore développer, vous voyez, différents de ces sujets, mais je vous ai montré l'intérêt du LIDAR, parce que déjà, ça nous révèle plein de choses qu'on ne connaissait pas, surtout une organisation du territoire qui était jusqu'à présent inconnue, parce qu'il y a 20 ans, comme je disais, on disait que dans les forêts, c'était pas passé grand-chose, mais en fait, c'est parce qu'on connaissait rien. On voit bien aussi que la forêt, elle a forcément évolué dans le temps et dans l'espace, elle n'a pas toujours été là. Les activités humaines aussi ont évolué. Il y a 2000 ans, on avait de l'agriculture. Après, on a pu avoir du pastoralisme, on a pu avoir des droits d'usage avec des charbonnières ou de la chasse à courre, ou de l'élevage avec les faisans. Aujourd'hui, finalement, nos forêts, elles sont ce qu'on appelle multifonctionnelles, c'est qu'on en a besoin pour produire du bois, mais c'est aussi des espaces de récréation, et il ne faut pas oublier que c'est aussi des endroits de réserve de biodiversité, et que c'est important d'avoir bien ces trois-là, de faire l'équilibre entre tout, pour maintenir la biodiversité, nous avoir des espaces de plein air, mais en ayant conscience que notre présence a forcément un impact sur cette biodiversité, et surtout d'adapter notre sylviculture pour avoir toujours une forêt de demain pour répondre aux besoins de la société. Donc voilà, de connaître nos forêts permettra aussi de nous adapter un petit peu à la forêt de demain. Donc voilà ce que je pouvais dire, et je vous remercie pour votre écoute. Avant d'ouvrir la discussion, je voudrais remercier Sophie d'avoir assuré à elle seule ce qui devait être fait à nous. Et puis reprendre mon propos introductif en disant que nous avons eu la traduction de la question que je posais. Je disais qu'il y avait deux archéologies. L'archéologie de la forêt, la géographie de la forêt, et qu'il y avait l'archéologie dans la forêt, celle qui découvre des strates anciennes, et je n'avais pas relié les deux, alors que Sophie vient de le faire magistralement, en nous démontrant que c'est la connaissance de l'archéologie dans la forêt qui peut permettre aujourd'hui d'avoir une opinion beaucoup plus nuancée, beaucoup plus informée de l'évolution, de la dynamique de la forêt elle-même, autrement dit des essences. Maintenant, tous les archéologues et tous les forestiers qui travaillent dans ces milieux savent que là où a existé un site archéologique, quelle que soit son ancienneté, eh bien, le milieu a été transformé, donc les sols sont transformés, les essences végétales ne sont pas les mêmes, les essences animales éventuellement, les types animaux ne sont pas les mêmes non plus. Bref, il y a toute une série de changements dont on n'avait pas la moindre idée. Donc je trouve que la démonstration est intéressante, et vous voyez qu'en se promenant dans les bois, non seulement on ne rencontre pas toujours la forêt, mais on rencontre une histoire faite d'aléas, faite de mouvements extrêmement variés, et qu'il est désormais absolument nécessaire de comprendre. Eh bien, j'ouvre la discussion et je vous donne la parole. Alors, madame, oui. Pourquoi la forêt n'arrive pas à se défendre? Alors, déjà, il y a le fait que les essences sont des fois fragilisées aujourd'hui, puis c'est surtout que, par exemple, je vais prendre l'exemple du chêne ou du hêtre. Le chêne a besoin de lumière pour pousser. Et il a une dynamique qui pousse très lentement, le chêne. Si vous mettez le cerisier tardif, lui, il pousse très très vite. Vu que le chêne, il a besoin de lumière, si vous mettez un cerisier tardif à côté, lui, il va pousser très vite. Le chêne, il n'aura plus de lumière, donc finalement, il va mourir. Alors que le cerisier tardif, il va pousser. Et c'est surtout ce qui est important de savoir, c'est que ces essences-là, elles sont pas locales, donc elles sont pas associées à la même biodiversité. Donc c'est aussi potentiellement faire disparaître certaines espèces. Là, j'ai parlé de la partie flore, mais il y a aussi la partie faune. On a de plus en plus dans nos forêts, dans les mares par exemple, les tortues de Floride. Vous savez, celles que finalement on achète et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Je la mets dans une mare. Elle va manger toute la faune qui se trouve dans la mare. Parce qu'en fait, ça devient un super prédateur. Ou les perruches à collier. Vous savez, pareil, même problème. Donc c'est vraiment très important de faire attention de ne pas emmener une essence qui n'a rien à voir là, parce qu'en fait, c'est mettre en péril une biodiversité présente.
Oui, je me demandais, est-ce que vos études, qui mènent donc actuellement avec des établissements presque de fonds cartographiques, sont publiques et est-ce qu'elles sont reliées par exemple au réseau visuel? Est-ce que c'est des cartes qu'on peut retrouver Alors, les cartes anciennes, on peut les retrouver parce que sont souvent à la BNF ou il y en a même certaines qui sont mises en ligne sur Géoportail, vous pouvez en retrouver. Par contre, toute la partie analyse que là, on a montré, des fois, il y a sur certaines forêts des travaux qui sont mis en open source, sinon c'est dans la littérature scientifique ou plus ou moins vulgarisée qu'on peut retrouver ce genre d'informations. Alors, par contre, la localisation précise des sites archéologiques, ça, vous pouvez être certain qu'on ne la communiquera pas. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne veut pas de pilleurs. Voilà. Mais après, on peut vous donner l'image globale. Là, quand je vous mets la localisation des sites à l'échelle de la forêt de Fontainebleau, je me dis qu'à peu près personne n'est capable de savoir où est le site archéologique. Et vous avez bien vu, il n'y a jamais un numéro de parcelle pour vous indiquer où c'est. On a quand même un devoir de protection de ces sites, c'est des données sensibles. La thèse sera en ligne sur HL. Maintenant que je vais pouvoir, oui, certainement. Les thèses sont souvent déposées sur une plateforme HAL. Voilà, et donc consultable en PDF avec les fameuses cartes d'analyse. La protection des vestiges, qui est un impératif majeur, ça c'est une évidence, elle est rendue difficile avec la généralisation des portails. Certes, on peut essayer de camoufler un petit peu, de masquer un petit peu l'information et de ne pas dire très précisément le numéro de la parcelle, etc. Mais bon, n'importe qui se cultive un peu, qui a l'œil, le matin, en se levant, allume son ordinateur, va sur Google Earth, fait la recherche et s'il y a une information, il la trouve. Surtout que les données LIDAR maintenant vont être en open source il y a l'IGN qui a commandé une couverture nationale, donc n'importe qui pourra avoir accès à ces données-là. Mais du coup, ça engendre des protections à mettre en œuvre. Je vous parlais tout à l'heure des gravures rupestres dans la forêt de Fontainebleau. Là, on ne va pas avoir d'autre choix que de mettre en défense certaines zones, puisque en fait, c'est des vestiges exceptionnels qui n'existent pas d'autres ailleurs. Et en fait, par méconnaissance et par curiosité, on vient détruire. Donc en fait, nous, on invite les gens, à chaque fois, on me dit « où est-ce qu'ils sont, je veux y aller ?» Ah non, moi, je ne dirai jamais où se trouve un abri, parce qu'en fait, sans le vouloir, à force d'y aller, on va détruire. Et en fait, c'est toujours cette difficulté de mettre à connaissance pour le public et en même temps de vouloir protéger. Il faut trouver le juste milieu qui n'est pas toujours simple à trouver. Ouais, c'est ça. Magali ? Oui, j'avais une question sur les sites romains en forêt de Fontainebleau. Tu nous as bien expliqué que la difficulté de ce milieu-là à Fontainebleau, c'est que c'est un milieu sans eau, par la Seine et puis le petit ballon de Fontainebleau. Mais du coup, tous ces sites sous la forêt, comment ont-ils géré ce déficit hydrique ? Alors, c'est une très bonne question. Souvent, sur ces sites, on observe toujours un creusement à côté qui a certainement pu servir pour construire le bâtiment, mais on n'a pas encore fait d'analyse de sol, mais certainement, ça a pu servir aussi de rétention d'eau. Il peut y avoir des systèmes de récupération d'eau. Mais c'est vrai que c'était une vraie question et c'était aussi un peu pour ça que pendant longtemps, on a dit de toute façon, il n'y a pas d'occupation à Fontainebleau, c'est trop sec. Donc c'est une vraie question qui reste en suspens, mais ils avaient forcément un système de récupération d'eau. Pour le moment, rien n'est prouvé. Normalement, ça renseigne en général, les choses ne s'installent pas où il n'y a pas d'eau. Alors, le nom de Fontainebleau apparaît à la fin du Moyen-Âge. Jusqu'à la Révolution française, le nom de la forêt de Fontainebleau, c'est la forêt de Bière. Et la forêt de Bière, en fait, ça veut dire pleine bière en ancien. Alors, a priori, les sources ne sont pas toutes d'accord, mais a priori, en gaulois, ça voudrait dire bière, en fait. Donc, Silva, Biera, donc la forêt de plaine. On retrouve ça dans quelques archives. Et c'est Fontainebleau, ce nom apparaît plutôt à partir du XIVe, XVe siècle. Ouais. Mais on ne sait pas trop, il y a plusieurs suppositions, mais ça reste plutôt a priori très lié plutôt à la partie où il y a le château qu'au reste de la forêt. Pour répondre, pour continuer votre question, que moi je trouve très pertinente, parce que personne ne peut vivre s'il n'y a pas d'eau. Donc il faut bien... Et ne serait-ce que cultiver, vous avez à plus forte raison. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les
les régimes hydrologiques sont aussi mobiles que ne l'est la forêt. On est très surpris. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans des régions, je parle des plaines de la Saône, entre Dijon et la Saône, par exemple, dans des milieux de plaine, on a la surprise de constater que les villages, les agglomérations d'enclos de l'âge du fer, de la fin de l'âge du fer, sont installés aujourd'hui dans des zones de très faible dénivellation, mais qui sont des paléovallées qui, à la première saison de pluie un peu intense, sont complètement gorgées d'eau et deviennent complètement impraticables. Les agriculteurs qui ont semé perdent leurs récoltes, etc. Or, c'est là qu'il y a les enclos. Ça veut dire qu'à l'époque, le régime hydrique était complètement différent et qu'on pouvait s'installer là sans risquer de disparaître, alors qu'aujourd'hui, on se mettrait ailleurs. Au Moyen-Âge, c'est pareil. Vous avez, à certaines époques du Haut Moyen-Âge, des installations en fond de vallée, et puis à un certain moment, on voit les villages migrer, aller sur la première terrasse, voire sur la deuxième, pour pouvoir ne pas avoir les pieds dans l'eau. Donc ça veut dire que les changements sont importants et que... Alors sur Fontainebleau, pour le moment, ça reste une question en suspens, parce que la nappe phréatique est à 60 mètres de profondeur. Oui. Donc là, on est moins dans ces cas-là, mais par contre, c'est pour ça que là, l'analyse des pollens et des graines est intéressante, parce que typiquement, le chanvre et le lin, c'est des exploitations agricoles qui ne demandent pas tant d'eau que ça. Donc c'est tout à fait... il y a un vrai lien. Après, pour le moment, justement, ça mériterait encore de faire des analyses de sol plus poussées, d'aller plus loin pour essayer de comprendre, justement. Mais il est possible que c'est quand même des terrains qui étaient un petit peu plus riches, et donc qui ont permis ça. Mais l'agriculture, là, on a des traces. On ne sait pas combien de temps elle a duré. Peut-être que ça a été très court dans le temps. Voilà, on ne sait pas. En fait, c'est des recherches complémentaires qui pourront affirmer, qui permettront de suivre ça. Mais en effet, la question de l'eau est toujours très importante à Fontainebleau. Oui. Comment comprendre pourquoi les connaissances, le lien dont tu vas dire entre les zones où il y a moins de dépérissement et la présence de sites archéologiques peut permettre d'avoir un impact sur la gestion actuelle de la forêt, le fait de ne pas retrouver des essences. En fait, là, quand on sait qu'il y a eu une occupation gallo-romaine à cet endroit-là, et qu'on voit que le dépérissement n'est pas là, ça c'est là je reste factuel. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le sol qui fait que, à cet endroit-là, il n'y a pas de dépérissement. Est-ce que c'est lié à l'occupation gallo-romaine ou est-ce que c'est lié à l'état du sol initial ? En tout cas, cette zone-là, il se passe quelque chose. Et de savoir ce qui a pu être cultivé, ce qui peut se trouver dans le sol, va permettre de nous dire, peut-être que là, il y a une richesse dans le sol qui est plus importante, et donc on peut tenter de planter des fruitiers, par exemple. Et pas forcément du pain. Les fruitiers, elles ont besoin d'un peu plus d'eau, un peu plus de minéraux, par exemple. Donc, en fonction de chaque essence, il y a des spécificités. C'est ça où c'est intéressant. Par contre, là où il y a du dépérissement, vous voyez, le croisement, il y a 2000 ans, finalement, il n'y avait déjà rien. Donc, des fois, ma voix qui commence à partir, des fois, l'homme a voulu aussi forcer la nature. Ça a duré un temps, c'est ce que je vous montrais avec les pins sylvestres, et on se rend compte que finalement, la nature, elle est quand même plus forte que nous. Donc c'est aussi ça où c'est intéressant, c'est que finalement, si on doit choisir où est-ce qu'on doit investir le plus d'efforts pour essayer d'assurer une forêt demain, c'est peut-être là où nos ancêtres ont mis de l'agriculture. Voilà. Alors, on a très peu de châtaigniers à Fontainebleau. On n'a pas de peuplement propre à Fontainebleau, donc ils sont disséminés, ce qui fait qu'ils ne sont pas touchés par la maladie de l'encre, contrairement à la forêt de Montmorency ou la forêt de la Grange, qui sont là complètement dépérissantes, et c'est très violent pour les forestiers comme pour les usagers. À Fontainebleau, on n'en a quasiment pas, et pour le moment, ils ne sont pas touchés. Monsieur. Comme vous voulez, vous ne battez pas. Oui, j'ai une question qui m'amène à regarder aussi par rapport à l'histoire aux guerres, aux troubles qu'il peut y avoir. Je pense, parce que quand je suis originaire de la Vérone, la vallée du Tarn, pas les gorges de la vallée, ce que j'ai cru comprendre, c'est que de la Vérone et de la Romaine, les gens habitaient sur le plateau, et c'est après les troubles, ils sont redescendus dans les vallées, pas forcément pour des raisons c'était pas très pratique le cultiver, mais c'était qu'on a cru comprendre, donc c'est là, c'est pas région parisienne, mais c'est... Alors il y a des vraies questions géographiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la forêt de Compiègne où il y avait un oppidum et une ville gallo-romaine. Donc en effet à la fin de l'âge du fer, ils sont descendus dans la vallée, ils sont rapprochés de la route parce qu'il y avait moins besoin de se protéger, c'est la Pax Romana.
À Fontainebleau, on a moins ça parce que l'agglomération c'est Melun et elle reste encore aujourd'hui. Donc on a moins parce qu'on n'est pas sur une frontière. Les guerres ont impacté énormément nos forêts. J'en ai pas parlé. Sur la forêt de Compiègne, on a des tranchées parce qu'on n'est pas très loin du front de la Première Guerre mondiale. Sur la forêt de Fontainebleau, on a des tranchées d'entraînement aussi qui sont conservées. On a même une cible d'entraînement de l'armée allemande de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un énorme cercle en pierre de 800 mètres de diamètre. On a la forêt de Verdun, je vous cite même pas les millions de trous d'obus et de tranchées qu'on y trouve. Les forêts ont énormément été impactées par les guerres, mais surtout les guerres récentes, de 1870, je compte celle-là aussi, et les deux guerres mondiales. Auparavant, c'est pas forcément les territoires qui ont accueilli ça. Les forêts, au Moyen-Âge, globalement, on va les dépeindre, je grossis le trait, comme des forêts qui font peur, c'est un espace un peu mystérieux. Par contre, on va avoir des voleurs, des brigands qui vont s'y camoufler. D'ailleurs, il faut faire gaffe sur les routes. Et c'est aussi un peu ça, les ermitages, où on a les ermites qui sont assassinés régulièrement. L'ermite, il ne vit pas complètement cloîtré, il reçoit des pèlerins, donc il y a des donations, donc il y a de l'argent. Donc forcément, il y a des brigands qui viennent pour voler et tuer. Mais par contre, je vous ai parlé des ermitages, l'ermitage de Franchart, le deuxième de Fontainebleau, il a été détruit pendant les guerres de religion. Donc voilà, on sait qu'il y a quand même des destructions, mais ça n'a pas impacté la forêt comme les deux dernières guerres mondiales. Bon, là, clairement impacté la forêt. Monsieur avait posé une question. Oui, j'avais deux questions. Merci aussi. Vous montrez souvent des grosses emprises forestières aujourd'hui qui étaient cultivées, mais on a aussi une inverse, c'est-à-dire des paysages agricoles aujourd'hui qui étaient forestiers sous l'emprise. Alors ça, aujourd'hui, on n'en a pas la trace parce qu'on n'a pas les preuves. On ne sait pas où se trouvent les forêts. En fait, on sait que César décrit beaucoup de forêts, enfin beaucoup, il faut nuancer. On ne sait pas où forcément, elles n'étaient pas forcément de la même image. Ce qu'on commence à pressentir, c'est que c'est plus des sortes de bois qui sont des alternances. Et finalement, en termes de biodiversité, c'est très intéressant, avec de l'agriculture, des boisements, des choses comme ça, mais pas forcément un gros massif comme on a aujourd'hui. Mais ça reste des hypothèses. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez compléter. Mais... On peut répondre pour l'époque du Haut Moyen-Âge, parce qu'on a des éléments intéressants. Par exemple, ce qu'on appelle dans le Haut Moyen-Âge une foresta, ou bien forestis, les deux mots s'emploient, ce n'est pas une forêt. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, un massif comme Compiègne ou comme Fontainebleau. C'est un ensemble, c'est presque un terme de droit, autant qu'un terme de milieu géographique. Et à l'intérieur d'une foresta, il peut y avoir des sylvae, c'est-à-dire des bois. Mais ça veut donc dire qu'une foresta, c'est un ensemble composite dans lequel vous allez trouver des clairières villageoises, des forêts, des parcs réservés pour la chasse, des forêts usagères de communautés villageoises. Et donc, on a on a quelque chose de beaucoup plus composite qu'une grande forêt domaniale d'un seul tenant, comme on en voit aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de forêt, c'est quand même un ensemble de milieux. Je prends Fontainebleau ou Compiègne, oui, on a des milieux humides avec les mares, etc. On a aussi des milieux ouverts avec les landes, pour Fontainebleau, des landes à calunes ou même des sables, et on va avoir au sein des parcelles forestières des questions de densité. Donc on a en fait quand même cette mosaïque de paysages au sein de nos forêts, même si quand on dit forêt. Donc on retrouve un peu ça, mais c'est moins marqué. Quand on dit forêt, on pense toujours arbre. Je n'entendais pas dire que la forêt de Fontainebleau était un milieu unique. Hein, bien sûr, entendu. Mais je voulais juste mais c'est un milieu dominant forestière. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est justement la parallèle qui est intéressante de se dire qu'aujourd'hui, nous, on dit forêt, on voit arbre, mais en fait, une forêt, c'est toujours beaucoup plus que ça, même encore aujourd'hui. Vous aviez une deuxième question, peut-être ? Non ? Juste sur l'évolution finale, si on laisse faire la nature, sur les zones à sable et à cailloux les plus poreuses et les moins forestières, malgré tous les espaces, si on laisse faire la nature jusqu'au bout, c'est la bande, la bruyère. Alors ça va être un mix. Il y aura toujours des bouleaux qui sont l'essence pionnière. Maintenant qu'on a introduit du pin sylvestre, il y aura toujours des jeunes pins sylvestres. Ils vont pousser, mourir et puis ils seront certainement remplacés. Progressivement, ça va s'éclaircir. C'est ce qu'on observe aussi. Après, il y aura toujours un chêne par-ci par-là qui va réussir. À Fontainebleau, on a un endroit, c'est le chêne bonsaï. Il n'est pas très haut, hein. Il doit faire même pas 2 mètres de haut. Il a peut-être 80 ans. Il pousse sur un rocher. Donc on aura toujours des petites choses. Mais ça restera un milieu plutôt ouvert qu'un milieu vraiment forestier.
Alors, le bouleau, c'est l'essence punaire. C'est celle qui revient toujours en premier, partout. Nous, globalement, quand il y a des incendies, on a des incendies tous les ans, depuis toujours. Au début du XXe siècle, c'était 150 hectares de forêt qui brûlaient à Fontainebleau. Maintenant, on est toujours en dessous de 10 hectares. Même si ça fait la une de tous les journaux, quand on a 4 hectares qui brûlent, c'était le cas l'année dernière. Faut relativiser. Nous, on a toutes les télés qui débarquent à Fontainebleau quand on a 4 hectares. Par contre, dans le sud, il faut attendre qu'il y en ait 1000. Voilà, bref. On plante pas. On attend que la forêt reprenne ses droits. Après, quand on a des gros désastres comme dans les Landes, là, il va y avoir de la replantation parce que c'est l'équivalent de la forêt de Fontainebleau qui a brûlé. Voilà. Oui. Magali, oui. Du coup, nous amènera vers la fin de la séance et qui reconnecte avec les questions climatiques. Tu as bien parlé là, du réchauffement et puis des sécheresses, des dégâts que ça cause sur les populations d'arbres. Mais qu'est-ce qu'il en est au petit plage glaciaire? C'est quelque chose sur lequel tu es passé rapidement. Peut-être qu'on peut y revenir, en particulier sur la forêt de Fontainebleau. Donc cette période de refroidissement, pour le coup, est-ce qu'on sait mesurer les conséquences écologiques? Alors, on n'a pas d'indice sur ça, à part ce que je vous disais, les quelques sources qui parlent de gelées très tardives, donc qui ont fait que les bois cassaient. Par exemple, on avait des gelées au mois de mai, donc une fois que les arbres ont les feuilles, c'est quand même radical. On n'a pas beaucoup plus d'éléments. Par contre, on sait que c'est quand même à cette période-là qu'on a planté massivement en France, et que globalement, ça a tenu jusqu'à présent. Mais sinon, on n'a pas vraiment plus d'informations sur ça. Je pense que ça n'a pas été énormément étudié encore, ou on n'a pas forcément les sources sur ça. Moi, pour avoir lu les réformations, qui sont les ancêtres des plans d'aménagement, des plans de gestion des forêts, ils les citent même pas. Ils citent pas. Mais après, est-ce qu'ils en avaient... Là, je ne maîtrise pas assez la documentation. Est-ce qu'ils avaient conscience d'être dans un petit âge glaciaire à cette époque-là pour que les archives en parlent? Je ne maîtrise pas assez. À creuser. Très bien. Pardon. Ce sera la dernière question. Oui, c'est géré par l'ONU, oui. je crois. C'est un peu les mêmes problématiques au niveau du règlement climatique, de l'adaptation. Alors, toutes les forêts ne sont pas soumises aux mêmes contraintes. La forêt de Sénart, par exemple, qui est une forêt beaucoup plus humide, aujourd'hui, il y a très peu de dépérissement, voire quasiment pas. Et Meudon, je ne maîtrise pas assez le sujet, mais je crois qu'on est sur des sols pareils assez humides. Par exemple, au Montmorency, qui était composé principalement de châtaigniers, là, c'est parce qu'il y a une maladie. Donc, le but, c'est d'avoir des forêts avec des essences variées, d'être plus résilientes face aux impacts. Mais ce qui est important de savoir, c'est que même si on est sur des forêts périurbaines, voire urbaines, comme Meudon ou même Sénart, il faut toujours réussir à trouver l'équilibre entre gestion de bois, accueil, préservation de la biodiversité. C'est tout cet équilibre qui n'est pas toujours simple. Parce que je sais que si vous parlez de la forêt de Meudon, il y a quelques sujets en ce moment sur les coupes. Voilà. En tout cas, merci pour vos questions. Je vais conclure. Bravo. Je vais juste dire un mot de conclusion de notre cycle de conférences ici à l'Académie du Climat, notamment parce que c'est enregistré et ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube de l'Association française d'archéogéographie. On a mis dans notre programme un thème, le thème de l'inversion des paysages. Et nous avons souhaité, alors que dans notre association, nous sommes beaucoup plus spécialistes des paysages, de la dynamique de l'évolution des paysages que des climats proprement dit, nous ne sommes pas climatologues, nous avons souhaité faire le lien entre cette inversion des paysages que nous constatons, et on en a encore eu aujourd'hui un exemple tout à fait fameux avec la forêt Fontainebleau, et le climat. Ce que nous comprenons, ce que nous vivons, c'est que le changement climatique actuel auquel nous sommes contraints de connaître, de subir, et en même temps de provoquer, puisqu'on participe collectivement à ce changement climatique, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'attirer l'attention sur le fait que aujourd'hui, on ne sait pas quelles conséquences le changement climatique aura sur les paysages. Sauf que nous pouvons dire une chose, c'est que tous les exemples historiques que nous avons traités, et dans différents continents, puisqu'on a traité une fois l'Amazonie, une autre fois la Seine, et aujourd'hui deux grands massifs forestiers français, Compiègne et surtout Fontainebleau, la seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'il va y avoir des inversions de paysages.
On a déjà vu avec la carte de Sophie comment le climat va remonter, si vous me permettez cette expression simple, va remonter, comment le climat méditerranéen va se retrouver aux latitudes parisiennes ou franciliennes. Qu'en sera-t-il des paysages? Qu'en sera-t-il de la façon de vivre, d'habiter, d'occuper, d'exploiter les paysages? Nous ne savons pas, personne aujourd'hui ne peut dire dans un siècle, dans 2 siècles, telle région sera ainsi, mais la seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'elle ne sera plus comme elle est aujourd'hui. Donc, il était important, dans ce cycle de conférences, d'attirer l'attention sur le lien entre climat et inversion des paysages. Il y a des synergies, pour reprendre un mot beaucoup employé. Et il y a des synergies à faire entre les études de climat et les études de paysage. Sachez que nous réfléchissons déjà à un nouveau cycle de conférences et que nous proposerons, nous avons décidé avec l'Académie du climat de faire un petit bilan des 3 conférences. Et puis, si le bilan convient aussi bien à l'Académie du climat qu'à nous-mêmes, et bien nous remettrons le couvert, si vous permettez de pour l'année prochaine. Merci infiniment de votre participation.